Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la deuxième fois de cette semaine pour parler, cette fois, non pas de la review du Divisional Round, ça c'est dans l'épisode que vous pouvez retrouver dans vos plateformes d'écoute depuis mardi midi, mais là, c'est l'heure de présenter ces deux finales de conférence qui vont nous tenir en haleine, car oui, il ne reste plus que 3 matchs. 3 matchs, 2 finales de conférence, le Super Bowl le 11 février, la saison sera terminée. Mais il n'est pas l'heure encore de pleurer, hein. Il n'est pas l'heure encore d'être triste de cette fin de saison, il est l'heure de savourer ces finales de conférence avec, aujourd'hui pour m'accompagner, Bertrand. Salut mon Bertrand, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir Seb, et écoute, bonsoir aux auditeurs de TFA, à tous les agents libres qui ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Bien écoute, ça va, content de préparer ces deux matchs qui vont nous tenir en haleine, et avec quatre équipes complètement super bien préparées, je veux dire au top de leur forme. Donc ça va être hyper génial pour ce week-end. Tu notes que quand j'ai parlé de pleurer, j'ai pas parlé des Giants volontairement, tu vois, donc j'ai pas... J'ai Je pense hésité à que... faire une transition et puis je me suis dit, bon, il souffre déjà, ça fait 4 semaines que je lui fais, bon, tu vois, on va être un peu sympa quand même. Tu sais, les Giants, là, ils pensent plus qu'à une chose, hein, c'est de nouveau de se reconstruire. Donc, en mode reconstruction, encore une On va fois. leur prendre 10 ans, encore une fois. Et puis, on a celui pour qui la finale de conférence aura une saveur toute particulière, puisqu'il joue avec sa franchise un ticket pour aller au Super Bowl, pour passer enfin ce cap de la finale de conférence qui leur avait fait si mal l'année dernière. C'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir Bertrand, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Eh bien oui, en effet, je tiens à signaler quand même deux faits très importants pour ce podcast. Tout d'abord, effectivement, je suis le seul concerné, vraiment directement, par ces finales de Bon, conférence. ça fait un Et moment que ensuite, tu es le seul concerné par les playoffs. ça fait un moment. Et aussi, Flav, tu as quand même mis 1 minute 12 avant de mettre un taquet aux Giants de New York. C'est un nouveau record. Bravo à toi. C'est pas mal, c'est plutôt sympa. Et tu es le seul, effectivement, pour les playoffs, là, dans le podcast, mais on salue notre contingent de fans des Ravens, et notamment Romain, qui est fan de Baltimore. Donc, on en a d'autres dans la rédaction de TFA. Il se cache encore un peu. Peut-être qu'il sortira pour le Super Bowl si les Ravens sont là. On salue aussi tous les fans des Ravens, et ils sont nombreux qui nous écoutent, à commencer par John Ravens, qui est un fidèle des fidèles sur Facebook. Donc, on le salue aussi. On commence d'ailleurs par Baltimore et Kansas City qui vont s'affronter à 21h ce dimanche. Ce sera à suivre en direct sur Twitch et sur beIN Sport pour les images, parce que nous, on n'a pas encore les droits de diffusion. Aïe, on peut pas tout avoir, hein. On peut pas tout avoir. Les Ravens et les Chiefs qui vont donc s'affronter avec, Bertrand, un duel de quarterback très attendu entre le MVP de la saison dernière et probablement le futur MVP de cette saison. Ah oui, ça, on peut dire que de ce côté-là, on a quand même deux quarterbacks, comme pas mal de matchs d'ailleurs, hein, un petit aparté, comment des divisional, où on a vu des confrontations assez mémorables entre, par exemple, Josh Allen, Patrick Mahomes. Voilà, pour le coup, ça a été deux gros matchs. Bah, là, c'est pareil, on se retrouve de nouveau avec une grosse confrontation, deux joueurs qui sont de toute façon MVPables quoi qu'il arrive. On a du côté des Chiefs, Patrick Mahomes, qui avec une saison un peu plus en dents de scie, bah, pour le coup, a quand même là encore fait un petit statement sur ce match de divisional en prouvant qu'il était là quand il fallait être là. Donc ça, c'était quand même important, et c'est là qu'on voit les grands joueurs, malgré une saison régulière plus limitée. Et puis, pour une fois, du côté des Ravens, c'est la même chose. Lamar Jackson se creuse de plus en plus le sillon pour aller chercher le titre de MVP, même s'il est, a priori, il est déjà dans les bacs au niveau du vote pour à la fin de la saison régulière. Mais je veux dire, il a posé le couvercle un peu plus dessus après ce match face aux Texans. Et au final, du fait de la double menace qui peut être maintenant et à la passe et à la course, eh ben oui, on va avoir, je pense, un très très grand match en perspective. Est-ce que le match, on va parler des différents facteurs dans cette preview qui peuvent faire basculer le match. Est-ce que ce facteur quarterback, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Seb, peut faire basculer, ou est-ce que finalement, bon, c'est deux quarterbacks très talentueux, on le sait tous les deux, et au final, ça se nivellera entre les deux?
C'est une bonne question. En tout cas, moi, Merci. je reste Tu n'es pas persuadé comme que ces Arthur qui 2 dit hommes que mes sont questions sont pourries. Tu vois? C'est pas gentil. Merci, Eh de mais bonne. jamais je ne me permettrai, Flav. Enfin, ce serait bien mal me connaître d'imaginer une seule seconde que je puisse dire ça de tes questions. Non, redevenons sérieux. Il est certain que ces 2 hommes sont, des clés pour chacune de ces, 2 équipes. Lamar Jackson, c'est évidemment, il l'a montré, la semaine dernière contre Houston. Rappelons-le, 2 touchdowns lancés et 2 touchdowns inscrits au sol. Et cette versatilité qui est décriée par certains, on a encore des personnes qui se demandent si Lamar Jackson est un QB qui court, un running back qui lance. Je pense qu'il est au-delà de ça, c'est un joueur particulièrement athlétique et particulièrement complet et qui est capable de prendre les matchs à son compte quand il le faut. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait contre Houston. Il a prouvé qu'il était un patron. Et au passage, il a enregistré sa 2e victoire en playoff de sa carrière. Il ne faut pas oublier que pour lui, c'est sa première finale de conférence et c'est la première finale de conférence pour Baltimore depuis la saison 2012-2013. Mahomes, quant à lui, c'est une autre énigme. Évidemment, on a dit tout le long de la saison que Patrick Mahomes, c'était cette année du moins un joueur d'élite qui était mal entouré, voire même très mal entouré. Je crois que le pourcentage de drop, de ballons relâchés de ses receveurs, il s'élève, si ma mémoire est bonne, à 5,7%, ce qui est considérable pour une équipe. Mais effectivement, comme l'a souligné Bertrand, ben, quand il le faut, cette équipe de Kansas City, elle se retrouve face à Buffalo. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un Travis Kelce qui a semblé régénérer. On a eu un Rashee Rice qui a confirmé les espoirs qu'on a placés en lui pour être le go-to guy de ce corps de receveurs assez peu fiable. Et on a un jeu au sol qu'on a à nouveau fait donner et Isaiah Pacheco avec 97 yards et puis surtout une moyenne hallucinante de 6,47 yards par portée. Ça veut dire que Isaiah Pacheco, ce soir-là, chaque fois on lui met le ballon sur le ventre pour un premier down, on se retrouve en 2e et 3. C'est un rêve d'avoir ça. Alors, est-ce que ça va être la même limonade contre Baltimore? On va tempérer un petit peu cela parce que, sans faire insulte aux Bills, la défense des Bills n'est pas celle des Ravens. Alors, c'est pas celle des Ravens, mais quand même. Alors, j'avais prévu une autre transition, mais c'est pas grave. On va aller tout de suite sur ce sujet-là, sur le sujet du jeu de course, parce que la défense des Ravens, quand même, cette année, elle encaisse 105 yards en moyenne à la course. C'est la 14e défense de la ligue. Est-ce qu'il n'y a pas là, Bertrand, une ouverture justement pour Isaiah Pacheco, dont on sait qu'il est peut-être, avec Travis Kelce, le danger numéro 1 ou numéro 1 bis, et j'ai pas dit numéro bis, hein, numéro 1 bis de cette attaque des Chiefs? Alors oui, pour le coup, ça sera l'un des meilleurs moyens, en tout cas pour les Chiefs, de pouvoir avancer sur le terrain. Pour une équipe qui justement, de son côté, durant toute la saison, s'est un peu cherchée à ce niveau-là, où on a Mecole Hardman qui est revenu, qui a joué entre un receveur et un coureur, la plupart du temps sur des jeux de jet sweep. On a Jerick McKinnon qui a porté comment on appelle ça, ce rôle également, mais là il est blessé. On a donc Pacheco qui a enfin trouvé lui de son côté une régularité. Elle s'est toujours un peu cherchée et on disait même les Chiefs, Andy Reid utilise mal son jeu à la course pour pouvoir avancer sur le terrain et un peu délester, je dirais, une pression qui aurait pu être sur tout ce qui est les receveurs. Donc on a ce secteur de jeu qui a pris de l'ampleur, qui sur le match de wildcard et de divisional a pris encore plus d'ampleur. Isaiah Pacheco sur ses petits mouvements de déporté, de cadrage, débordement est très vif, très agressif, gagne énormément de yards. Et il se peut qu'effectivement
effectivement, ce soit l'élément qui fasse la différence. Bon, maintenant, ce qu'il faut rappeler, après on rentrera peut-être plus dans le détail de la défense des Ravens au fur et à mesure de l'émission, mais c'est juste que les Ravens, au niveau des points, ils ont autorisé 0 points offensifs face aux Texans. Bon, je dis bien offensif, donc en soi, c'est quand même important, et ils ont été quand même intraitables à la course avec on va dire un petit ratio de moins 0,29 yards à la course. Donc, le jeu de course n'étant pas le même, Singletary du côté des Texans a eu plus de mal, et on sait que du côté des Texans, ça n'a pas été leur force de frappe première, mais il va falloir composer quand même si les Ravens ont quelques largesses en défense à la course, à une équipe des Ravens en défense beaucoup plus hermétique sur ce secteur de jeu. Et on a surtout une défense des Ravens qui est véritablement solide, et notamment dans la pression faite au quarterback adverse. On rappelle que c'est celle qui a le plus saqué les quarterbacks adverses sur la saison régulière, avec 60 sacs. C'est aussi, je ne sais pas si vous le saviez, et l'équipe qui autorise le moins bon rating du QB depuis le début de la saison. Et le rating cumulé des quarterbacks affrontés depuis le début de la saison des Ravens, c'est 71,7. C'est quand même pas, c'est pas ouf, hein. C'est pas incroyable. C'est pas ce qu'on a fait de mieux, hein. Donc, en tout cas, eux, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. C'est forcément dû à cette pression incroyable qui est mise par les défenseurs, par le front seven des Ravens. Absolument. Et ils sont bien sûr connus pour ça, hein. Tu as rappelé les chiffres, ils sont indiscutables. Justin Madubuke et ses 13 sacs, qui pourtant passent quasi inaperçus. Moi, je trouve que c'est un joueur. Ouais, il passe sous les radars de tout le monde, et il est responsable de quasiment à lui tout seul un quart des sacs de cette escouade. 13 sacs pour 60 au total. Après, attention, du côté de Kansas City, la O-line fait son job. On l'a vu encore contre Buffalo dimanche dernier. Patrick Mahomes, il a encaissé 27 sacs. La ligne offensive, elle a concédé 28 sacs au total sur la saison. Ça protège bien. Néanmoins, il faut pas écarter ce pass rush de Baltimore de l'équation, puisque certes, on parlait du jeu au sol de Kansas City qui avait une chance de performer, qui a une vraie chance de performer face à la défense de Baltimore. La défense de Baltimore au sol, qui est une défense milieu de tableau, qui est pas déshonorable, mais qui reste une défense milieu de tableau. Mais le jeu aérien de Kansas City, du moins la fiabilité de ses receveurs étant ce qu'elle est, peut-être que la pression aérienne n'aura pas besoin, du moins la pression sur les receveurs, n'aura pas besoin d'être aussi appuyée que d'habitude. Ravens, Baltimore, on sait également que la défense antiaérienne, elle compte, hein, et pas qu'un peu dans ce club, puisque elle est classée, elle est classée 21e en yards, mais c'est ce jeu de pass rush qui leur permet de couper les ailes, comme tu le disais, au quarterback adverse. Donc, si on peut la recentrer sur le jeu au sol, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je pense que c'est un match qui est beaucoup plus ouvert qu'on ne le pense au premier abord. Baltimore a certes survolé sa saison. Kansas City a certes connu des hauts et des bas au cours de cette même saison, mais Kansas City est à nouveau en finale de conférence. Alors, les États-Unis et beaucoup de gens dans le monde entier comptent sur les Baltimore Ravens pour battre les Chiefs, pour ne pas avoir un Taylor Swift Super Bowl. Nous, personnellement, on compte sur les Baltimore Ravens parce que comme notre boss a fait une vidéo qui n'a pas manqué de ressortir cette semaine sur les réseaux sociaux, disant que les Chiefs n'iraient pas au Super Bowl, bon, si on veut pas perdre toute crédibilité pour l'année entière, on est obligé que les Chiefs se perdent. Bon, t'es en train de dire qu'on a une crédibilité? Aucune. Sur les pronostics. Ah, je me disais aussi. Sur les pronostics, aucune. Et on serait, non mais blague mise à part, on serait vraiment ravis en plus que les Chiefs soient au Super Bowl. On n'a rien contre eux. C'est une vidéo, encore une fois, qui a été faite au mois de novembre. Bon, c'est toute raison gardée. Il est vrai que quand les Chiefs sont venus nous voir, ils nous avaient exposé, enfin, quand Hugo était venu nous voir, il avait exposé des arguments en faveur d'une possible présence des Chiefs loin dans les playoffs. Et on ne l'avait pas contredit. Et si ça se réalise pour eux, nous en serons les premiers ravis pour les Chiefs. En parlant des Chiefs,
On a forcément quelqu'un qu'on est obligé d'évoquer, non, c'est pas Taylor Swift, c'est son homme, Travis Kelce. Travis Kelce qui, en 4 matchs face aux Ravens avec Patrick Mahomes comme quarterback, a les chiffres suivants. En 2018, 7 réceptions, 77 yards, 1 touchdown. En 2019, 7 réceptions, 89 yards. En 2020, 6 réceptions, 87 yards. Et en 2021, 7 réceptions, 109 yards et 1 touchdown. Bref, toujours au-dessus des 70 yards, 2 touchdowns en 4 matchs, sachant qu'il a fait 71 et 75 yards ou quelque chose comme ça sur les 2 premiers matchs de playoff, en tout cas 2 fois au-dessus des 70 yards. Est-ce que Bertrand, forcément, Travis Kelce est l'un des facteurs X de ce match? Ah ben avec ta présentation, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. On a encore un Travis Kelce sur le dernier match donc qui a mis 3 touchdowns. On sent bien que le joueur en lui-même arrive dans les meilleurs moments et comme tous les grands joueurs est décisif dans les grands moments. Donc ils sont sur une position d'underdog entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets sur le mot, puisque on sait bien que c'est une énorme équipe, mais c'est pas comme quoi ce n'est pas sur leur prestation durant toute la saison régulière que on peut juger, on va dire, de la valeur de cette équipe. Moi, je reprendrai l'adage, c'est pas par rapport aux habits que l'habit ne fait pas le moine entre guillemets. Donc c'est un peu l'esprit. Et là, Travis Kelce a été la soupape de sécurité, comme Rashee Rice a été le joueur révélateur qui a pris de plus en plus d'ampleur, et Isaiah Pacheco comme la solution au sol qui permet de faire avancer l'équipe. Quand on a cette colonne vertébrale qui revient, qui sait être décisive au moment où il faut l'être en play-off, inévitablement, ça aide à faire avancer l'équipe. Donc oui, voilà, Travis Kelce est revenu, on ne pensait pas, et on se doute bien, mais on ne sait pas l'issue du match donc de dimanche, et on se doute bien qu'il sera prêt, comme le reste de l'équipe, à aller au combat face aux Ravens. On a l'air d'oublier quand même un petit quelque chose qu'on parle, j'en suis probablement le premier coupable, on parle de Travis Kelce comme s'il était fini. C'est toujours le meilleur receveur de Kansas City, statistiquement. Même cette année, hein, ne l'oublions pas, il est à 984 yards pour 93 réceptions, et derrière lui, c'est Rashee Rice avec 79 réceptions, 938 yards. Donc, il est toujours le meilleur receveur de son club, et là, je pense qu'il arrive, comme tu le disais Bertrand, comme tous les grands joueurs, il est en forme au bon moment. Oui, et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que les chiffres que tu donnes montrent son importance, mais le souci, c'est que comme beaucoup de joueurs qui nous ont habitués au caviar, quand on revient sur de l'œuf de Lompe, ben, au final, on se dit: «Mince, ça n'a pas l'air si bien que ça», alors qu'en fait, si on met ça en parallèle avec d'autres joueurs, d'autres tight end moyens de la ligue, on se rend compte qu'en fait, il est excellent. Mais comme il est surveillé, comme il est pris par les médias pour cible à chaque caméra ou à chaque drop qu'il va faire, inévitablement, on est plus dur avec lui, alors que ce qu'il fait reste exceptionnel. Il serait passé du statut de foie gras au statut de rillette Bordeaux-Chanel, quoi. Ouais, c'est ça. Si on veut un comparatif Un plus comparatif grisou. charcutier, j'aurais dit. Voilà. On passe un petit peu aux Ravens de Baltimore, puisqu'on n'a pas, on a parlé de leur défense, mais il y a un point quand même qui semble être, pour le coup, le facteur décisif, peut-être la clé, peut-être la manière dont les Ravens peuvent gagner cette rencontre de finale de conférence, c'est le jeu au sol, évidemment, de Baltimore. C'est la meilleure équipe en attaque au sol, 160,6 yards gagnés en moyenne par match, ce qui est considérable, on en conviendra. Et alors, dont 155 par Lamar Jackson, non, je plaisante. et c'est encore pire, à domicile, puisqu'à domicile, c'est 163,7 yards. Donc tu rajoutes 3 yards en plus quand ils jouent à domicile. Et alors, la mauvaise nouvelle pour nos amis de Kansas City, c'est que eux, la défense au sol, c'est 114,9 yards encaissés en moyenne, 18e défense seulement de la ligue. Est-ce que c'est là, Seb, tout simplement le point fort de cette attaque des Ravens, et peut-être le point décisif pour faire basculer le voyage vers Las Vegas du côté de Baltimore? Non seulement c'est le point fort, mais en plus c'est un jeu au sol qui est très versatile, avec Gus Edwards, Justice Hill, et une fois de plus, Lamar Jackson, qui est, rappelons-le, le meilleur coureur
de son équipe. Et le danger, effectivement, pour Kansas City, il est là. C'est cette défense au sol qui a tendance à beaucoup trop plier. Et ce que je crains, c'est que face à un adversaire qui a cette configuration de jeu au sol particulièrement puissant, mais aussi qui a cette dimension d'imprévisibilité avec Lamar Jackson, que cette défense au sol, elle finisse par craquer. Mais ils ont encore pris plus de 180 yards, hein, si ma mémoire est bonne, contre les Bills. Je crois. Attends, je dois avoir les chiffres quelque part. Si tu me donnes une toute petite 184, seconde. je crois, ou quelque chose. 180. Attends, 182 yards. À 2 yards près. Il était bon à 2 yards. J'étais presque. C'était pas loin. Et 2 touchdowns par Josh Allen. Bertrand, c'est quand même là la menace Lamar Jackson avec ses jambes. C'est peut-être vraiment ce qui fait basculer cette rencontre. Oui, comme on vient de le préciser, Seb, c'est effectivement l'élément clé de toute façon, et par rapport à la situation de la défense et on va dire son classement. Maintenant, il faut bien se rendre compte d'une chose aussi. On connaît les défenses développées par Spagnuolo, leur coordinateur défensif. C'est toujours une défense qui plie mais qui ne rompt pas, entre guillemets. Elle l'a encore montré au fur et à mesure, même si les points se sont enchaînés face aux Bills durant ce divisional round. Mais pour le coup, il y a quand même eu des moments où elle a retardé l'échéance, elle a avancé. Elle n'a encaissé que 3 points au moment où, voilà, et c'est sur un kick de Tyler Bass qu'au final, le match s'est joué aussi, entre guillemets, au divisional. Donc, ça s'est joué à peu de choses. Maintenant, une stat qui est sûre, c'est qu'elle a fini la saison deuxième au point encaissé et également deuxième au niveau des yards alloués en saison deuxième des sacs. Le deuxième des sacs, la défense aussi des Kansas City. Et au final, ça, c'était en saison régulière. Et donc, au final, évidemment, ces éléments-là, dès qu'on arrive sur les playoffs, n'ont plus le même impact. Mais ce qui est certain, c'est que là où, comme tu dis, la menace risque d'être un petit peu rédhibitoire pour cette équipe, c'est ce fameux jeu au sol fait par le quarterback. On a eu que Josh Allen a pu en placer deux touchdowns, justement, à la course sur les moments clés où ils étaient proches de la red zone et il a fallu, où l'équipe des Chiefs n'a pas su répondre. Et je me doute bien, et on le voit bien avec ce que développe Lamar Jackson au fil des matchs, qu'il va pas se restreindre en disant non, je vais pas les marquer mon petit touchdown au sol si je peux le faire. Ils peuvent très bien en passer 2 aussi. Donc, c'est sûr qu'il va falloir, même si c'est une excellente défense, collective, bien organisée, très forte justement sur le backfield défensif, sur les jeux de passe, il va falloir être encore plus fort sur ce match-là et être encore plus unis ensemble pour être sûr de pas prendre, on va dire, le bouillon au jeu de course de la part des Ravens. Alors, je vais rebondir sur 2 choses que tu viens de dire, Bertrand. Effectivement, Josh Allen contre Kansas City, quand il a fallu y aller, il y est allé. Et c'est exactement aussi ce qu'a fait Lamar Jackson contre Houston. Souviens-toi, mi-temps 10-10, 3e quart-temps, le premier drive, faut y aller. Qui est-ce qui y va ? C'est Lamar Jackson, et c'est lui qui décante complètement le match sur ce touchdown des Ravens. Et autre chose, tu parlais de la défense de Kansas City qui plie mais qui ne rompt pas, c'est parfaitement juste parce que quand il a fallu serrer les boulons et garder Buffalo hors de l'embut, ils y sont parvenus. Le 4e quart-temps du match Kansas City-Buffalo, c'est 0 points pour Buffalo. C'est 0 points, c'est-à-dire qu'au moment où il a fallu empêcher Buffalo de marquer, ils y sont parvenus, et non seulement c'est 0 points, mais c'est un turnover on down, un punt, et donc un field goal manqué, et ils doivent se contenter d'un field goal. Pourquoi ? Parce que la défense les empêche d'avancer à ce moment-là. Donc, un petit peu à l'instar de l'attaque de Kansas City qui arrive à s'y retrouver. Je disais Patrick Mahomes s'en sort toujours. C'est comme Parker Lewis ne perd jamais, Patrick Mahomes s'en sort toujours. Il perd rarement aussi d'ailleurs. Voilà la référence. La référence de Yeuve, hein, là. Voilà, quand il faut faire le job, ils vont pas être impeccables et géniaux pendant tout le match, mais quand il faut faire le job, ils le font, et en règle générale, ça se passe bien. Est-ce qu'on aura la même configuration face à Baltimore, et notamment avec le public des Ravens qui a quand même
sacrément dérangé, pour pas dire plus, CJ Stroud et les Texans. Les amis, comme d'habitude, à la fin de la preview, je vais vous demander votre pronostic. Ravens, Chiefs, mon cher Bertrand. Alors là, on y va avec l'équipe et le score, évidemment. Alors, c'est là que je vais donner l'upset, moi, pour moi, même si c'est pas un upset en soi énorme, parce qu'on est sur deux grandes équipes, mais celle qu'on attendrait le moins de gagner par rapport à ce match-là. Donc, je vais donner les Chiefs, pour une simple et bonne raison, et plusieurs. Déjà, l'arrivée donc des Ravens sur le Conference Championship est la première pour Lamar Jackson. Voilà. Après, on sait, les Ravens sont une équipe hyper complète, mais au-delà des sacs et de leur position de 60 sacs sur la saison première, on a aussi un Mahomes qui est capable d'éviter ces sacs sur les drop back play, où il est qu'à 3,9% d'évaluation là-dessus, et il n'a que 13,8% au niveau de l'évaluation sur la pression sur les sacs, donc il est capable de les éviter. Et on a une équipe des Chiefs qui est capable de on va dire, sublimer dans les grands moments, les moments importants. Ils en sont à 2 matchs de suite avec la victoire. Ils sont gagnés à l'extérieur chez les Bills. Et là, je pense qu'ils seraient capables d'aller gagner de nouveau. Là, on touche à l'irrationnel. Pourquoi les Chiefs par rapport à tout ce que je viens de donner? Mais cette irrationalité aussi de gagner. Donc, je pense à un 20-17 pour les Chiefs. On n'a pas parlé, mais c'est vrai que le public peut avoir aussi son importance dans cette rencontre, avec un public qui a été particulièrement bruyant pour les Ravens et qui a causé un nombre de pénalités assez important chez les Texans lors du Divisional Round. Ça peut là aussi être une importance, et on espère bien sûr tous revoir notre ami avec la tête de corbeau, sinon on n'aura pas notre match complet si on n'a pas Monsieur Tête de Corbeau. Sachant qu'une petite aparté, tout le monde est présent, il n'y a pas d'absent notable. Il y a Jake McKinnon qui est blessé. Je crois qu'il allait nous confirmer. Je crois qu'il allait confirmer la présence de Monsieur Tête de Corbeau. Alors, est-ce qu'il est là, Monsieur Tête de Corbeau, ou pas, Bertrand? Mais écoute, je pense qu'il reviendra, à mon avis, mais ce qui est sûr, c'est qu'il devrait y avoir tout ce joli petit monde sur le terrain. Et d'ailleurs, les petites apartés aussi, petite info, on a quelques joueurs questionable, mais bon, questionable, on sait qu'ils vont jouer, ils vont jouer leur vie sur ce match-là tous, mais il y aurait quelques joueurs des Chiefs un petit peu moins en forme que du côté des Ravens, qui le sont tous que globalement. Tête de Corbeau is expected to play. Adam Schefter vient de tweeter, donc bon, normalement Tête de Corbeau sera là. Mon cher Seb, pour toi? C'est compliqué. Allez, je vais affronter au Super Bowl. 27 Chiefs, 27 Chiefs, vous pouvez noter. On a noté, tu crois bien qu'on va te la ressortir? 24-27 Ravens, parce que le public, effectivement, je pense que ça va être un vrai facteur, et je ne vois pas cette saison Lamar Jackson s'arrêter en si bon chemin. Il va vouloir sa finale. Emballer, c'est peser. On envoie Lamar Jackson au Super Bowl et Patrick Mahomes au Super Bowl. Donc Lamar Jackson pour Seb et Patrick Mahomes pour Bertrand. Et si on vous envoyait, vous, voir, non pas le Super Bowl, il ne faut pas exagérer, on n'a pas les moyens, mais la Super Bowl partie du Grand Rex, c'est déjà pas mal. Bon, c'est pas non plus à Las Vegas, c'est à Paris. D'accord, mais c'est déjà bien. Vous avez forcément entendu parler de cette soirée qui est organisée notamment par l'agence de communication Comeover. Eh bien, TF1 a 2 fois 2 places à vous faire gagner pour cette soirée du Super Bowl au Grand Rex à Paris. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur les réseaux sociaux, sur X, anciennement Twitter, sur TikTok ou sur Instagram. Il vous suffit de reposter la publication qui a été faite par notre boss et d'identifier un ami dans les commentaires avec qui vous voudriez vous rendre à cette soirée du Grand Rex. Il y aura des invités, il y aura des quiz, il y aura des cadeaux à gagner. Bref, une superbe soirée au Grand Rex, qui est payante normalement. Donc là, c'est un vrai cadeau qui est fait. 2 fois 2 places à gagner. Le tirage au sort aura lieu le mercredi 31 janvier. Donc n'hésitez pas à aller participer sur les réseaux sociaux de TF1. Voilà pour la petite pub pour ce jeu concours. On passe au deuxième match, les amis. Deuxième match, alors bon, ça intéresse pas grand monde, mais on va y aller quand même. Ça intéresse déjà Benjamin Bernard et Seb, donc c'est déjà pas mal. Ça intéresse du monde, enfant, je t'interdis. Je rigole. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce racisme anti-californien?
peut-être anti-gens du Michigan, on n'en sait rien, tu vois. C'est pas, En tout cas, ici, ça intéressera des gens, c'est certain. voilà, voilà, donc Je ça va je confirme. blague mise à part, Confirme. ça va évidemment intéresser plein de monde et ce sera en prime time aux États-Unis. On s'attend encore à des chiffres d'audience assez impressionnants pour ce match entre les 49ers et les Lions de Détroit. Ma première question, Seb, avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est la question de l'expérience. Est-ce que l'expérience pourrait pas être un facteur dans ce match, sachant que Détroit, ce sera sa deuxième apparition en finale de conférence depuis la création de la franchise. La première fois, c'était en 1991. Ça remonte quand même à 33 ans, c'est pas rien. Côté San Francisco, ce sera la troisième fois sur les 4 dernières années qu'ils iront, c'est la troisième fois de suite même, qu'ils iront en finale de conférence, et quatrième fois sur les 5 dernières années. Bref, une équipe qui a l'habitude, 19e finale de conférence pour les 49ers de San Francisco. Est-ce que cette expérience, à un moment ou à un autre, peut pas finir par jouer ? Une équipe qui a certes l'expérience, mais une équipe qui a changé en bien des points, ne serait-ce qu'en 2 saisons et même en une seule, puisque du côté de San Francisco, je connais un certain quarterback qui a été privé de sa finale de conférence, du moins en grande partie. Oui, mais ça a permis à Josh Johnson de la faire. Exactement, ça a permis. Et avec le succès que l'on sait, avec brio, avec la legacy qu'il laisse derrière lui à San Francisco. Attends, et petit aparté, imagine 2 secondes, on le souhaite pas. Lamar Jackson se blesse. Non. On se retrouve avec parce que maintenant, il faut savoir que Josh Johnson, qui a fait la finale de conférence de l'an dernier pour les 49ers, et chez les Ravens de Baltimore. Et chez les Ravens. Et derrière Tyler Huntley, il est le quarterback numéro 3. Donc, si Lamar Jackson et Tyler Huntley viennent à se blesser, Josh Johnson pourrait jouer une deuxième finale de conf en 2 ans. C'est absolument incroyable. Je pense que ça peut rentrer dans la légende du jeu, ça, pour le coup, et dans l'histoire. Et la NFL est friande de ce genre de choses. Il va y avoir un sniper dans le haut du stade qui va tirer sur les épaules de Tyler Huntley et de Lamar Jackson, rien pour écrire cette histoire de légende du jeu. N'importe quoi. Donc, oui, donc une franchise d'expérience, mais une franchise qui a quand même largement changé, et même, donc, comme je le disais, par rapport à la saison dernière. Mais on peut aussi le compenser du côté de Détroit par comment dire, je vais pas dire l'innocence, mais la morgue et la fougue du entre guillemets du débutant, et surtout cette never say die attitude qui caractérise les Lions depuis plus encore que cette saison, même la fin de la saison dernière, et se servir de cette rage et de cette colère qu'a su leur insuffler Dan Campbell pour se transcender, puisque en effet, sur le papier, il semble tout de même qu'il y ait une classe d'écart entre San Francisco et Détroit, mais n'oublions pas que c'est ce qu'on disait également de Green Bay. On disait qu'il y en avait même 2 entre Green Bay et San Francisco, et finalement, on disait qu'il y en avait même 2, et au final, quand on regarde le score et même la physionomie du match, l'écart n'était peut-être pas aussi grand. Donc, méfions-nous des nouveaux arrivants au bal et des débutants. Alors, paradoxalement, mon cher Bertrand, on parlait d'expérience pour ces 2 franchises, mais Seb, on a esquissé les contours. Si on s'intéresse au quarterback, l'expérience, elle change de camp. Parce qu'on a quand même un Brock Purdy qui est tout jeune, qui, rappelons-le, était dernier choix de la draft de l'année dernière, donc pas 2023, mais 2022. Et on a opposé à lui un ancien numéro 1 de la draft. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois qu'on a un numéro 1 contre un Mr. Irrelevant sur une finale de conférence. Et lui, il a l'expérience, Jared Goff, puisqu'il est déjà allé au Super Bowl avec les Rams de Los Angeles. Est-ce que finalement, cette expérience pourrait pas changer de camp avec ce problème de quarterback, si j'ose dire? Alors, c'est vrai que la question est vraiment très intéressante, Flav. Tu nous en as sorti des top, ce soir. Elles sont toujours bien d'habitude, mais celle-là, elle est vraiment thèse, antithèse, synthèse. On est sur la dissertation. Alors, en soi,
si tu veux, Brock Purdy, il y a 2 éléments comment on peut analyser sa saison ou tout du moins ce qu'il fait. C'est soit on se dit: «Le bonhomme a du talent et a du sang-froid dans les veines et globalement» et pourtant il l'a montré, hein, il arrive à développer du jeu et à faire en sorte, par son propre talent, avec une très bonne ligne offensive, puisque de toute façon, l'équipe ne peut que réussir que s'il a une bonne ligne offensive également. Ou soit il y a eu l'autre partie des analystes qui disent le bonhomme ne réussit parce qu'il est très bien entouré, qu'il a une multitude de cibles et qu'au final, ça lui permet d'avancer. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, parce qu'on ne pourra pas me retirer l'idée que Brock Purdy, je l'ai dit durant toute la saison, développe du jeu, permet à son équipe d'avancer. Sur le dernier match qu'on vient de voir, moi, je prends en compte quand même, puisque bon, on a un élément qui revient sur le fait que durant ce match, il a fait, on va dire, un rating de moins 6% au niveau du pourcentage de passes complétées, on va dire, sur ce match-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne reste qu'un match où il y avait de la pluie, le ballon était glissant, ils n'ont pas pu développer de la même façon. Je reste persuadé que le bonhomme, malgré tout, serait capable de gérer et, je veux dire, l'événement, en tout cas, ce qui se passe à ce moment-là durant le match, et pourra faire avancer cette équipe de San Francisco. À l'inverse, oui, tu l'as dit, on a Jared Goff qui revient, qui lui était une fois au Super Bowl. Il était tout jeune. Je rappelle qu'il a quand même eu du mal à gérer l'événement. Mais la grosse différence cette année, c'est il est dans une franchise où il a trouvé un équilibre et qu'en plus, il a la confiance de son staff. Et on voit bien qu'il a la confiance de la franchise, qui risque même d'avoir une statue s'il a en face du Ford Field, s'il fait passer cette équipe au stade supérieur pour aller au Super Bowl. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est les vérités de 2 matchs précédents où on a vu qu'il brillait, ne sera peut-être pas la vérité de ce match-là, où cette fois-ci, il va jouer en plus au Levi's Stadium et où on sait que le bonhomme n'est pas foncièrement très à l'aise en dehors, je vais dire, des dômes, des stades fermés. Là, il sera dehors. On a un temps qui sera, je pense, nuageux. Pour le coup, on évitera la pluie du côté de Santa Clara. Donc, c'est à mettre en cause aussi. Ne me spoile pas mon article météo qui sortira vendredi. Ah, désolé. Mais au final, ouais, c'est parce que tu vois, j'essaye de te faire l'analyse complète de ta très bonne question. Donc, au final, on va avoir, je pense, par rapport à tout ce que je viens de dire, une prestation de 2 quarterbacks. On espère la meilleure possible. Et puis, on verra bien celui qui s'en sortira le mieux parce qu'il y a des incertitudes comme des incertitudes et certitudes des deux côtés. On a vu, Seb, sur les réseaux sociaux et notamment sur ESPN et Bleacher Report, une stat qui disait que Jared Goff était à 0 victoire, 5 défaites sur ses 5 derniers matchs joués face aux 49ers de San Francisco. Sur sa carrière, il est exactement à 3 victoires et 6 défaites, mais c'est vrai qu'il a perdu les 5 dernières rencontres. Est-ce que c'est le genre de stat qui peut peser, selon toi, dans ce genre de match? Est-ce que Jared Goff va arriver sur le terrain en se disant, pas en se disant c'est perdu, hein, ça c'est même pas la peine d'y croire, mais en se disant, voilà, cette petite appréhension de se dire, les 5 dernières fois que j'ai joué contre cette équipe, ça s'est pas très bien passé, quoi. Là, ça dépend vraiment du mental du joueur en question. En effet, ça peut peser sur lui, et en particulier si ces défaites lui ont laissé de sales souvenirs, s'il s'est fait frapper, s'il s'est fait intercepter, s'il a vraiment coulé lors de ces matchs. Je dois dire que je les ai pas je n'ai pas les résultats. Moi, j'ai des stats globales sur sa carrière. Contre les 49ers, il en est à donc 3 victoires, 6 défaites, 61,07% de passes complétées, 1918 yards lancés, 17 touchdowns, 7 interceptions, un rating de 89 et 14 fois saqué sur ces rencontres, donc 14 fois en 9 rencontres. Voilà. Oui, c'est pas déshonorable, hein, pas déshonorant comme stat au final. Sachant qu'il a dû beaucoup les jouer avec les Rams aussi, puisque voilà, parce qu'il y avait adversaire de division à ce moment-là. Ouais. Passer adversaire de division à ce moment-là. Après, ça peut être aussi, pardon, ça peut être aussi un levier de se dire que certes, il y a ce passif, mais qu'il les affronte avec une nouvelle franchise, entre guillemets, et surtout une franchise qu'il a contribué à construire, à élever
plus tôt, et que ce match, c'est le couronnement pour lui de cette élévation. C'est très très difficile tout de même de dire ce qui se passe dans la tête d'un joueur dans ces circonstances. Ça dépend réellement de la façon dont, déjà, si le message est passé et de la façon qu'il le reçoit. Il y a beaucoup d'athlètes, quelle que soit la discipline, dans ce type de circonstances, qui décident de bloquer ce type d'information, ce qui est, à mon humble avis, l'approche la plus sage à faire. On passe un petit peu au décryptage et on va rechercher, comme dans la première rencontre, le facteur X de cet affrontement entre les 49ers et les Lions. Première chose, Bertrand, l'attaque des Lions de Détroit, qui est la 3e meilleure attaque en nombre de yards gagnés moyen par match, 391,4 depuis le début de la saison régulière. C'est donc la 3e meilleure attaque, et c'est surtout la 2e meilleure en yards gagnés à la passe, 259,6. Elle sera opposée à une défense de San Francisco qui est solide, on le sait, mais tout de même, qui a le 14e la 14e meilleure défense, ou la 16e pire, c'est comme vous voulez, de la ligue, avec 213,1 yards concédés. Est-ce que là, pour les Lions, il n'y a pas une petite fenêtre de tir? Si Jared Goff, parce qu'on sait que quand il est sous pression, c'est pas toujours forcément excellent, s'il arrive à gagner du temps dans sa poche, est-ce qu'il n'y a pas une petite fenêtre de tir pour les Lions en essayant d'attaquer à la passe? Alors, globalement, de toute façon, les stats sont des éléments mathématiques, donc on a quelque chose qui parle et qui est très précis dans ce que tu viens de donner, et donc qui doit faire la décision. Mais le problème, c'est que les éléments mathématiques ne sont pas les actes du terrain, parfois retranscrits au millimètre près, et en soi, oui, l'attaque des Lions est très efficace. On a vraiment un jeu qui est développé où Amon-Ra St. Brown réussit très très bien au niveau des yards gagnés. On a Sam Laporta qui joue la soupape de sécurité entre receveur et véritable tight end. Et on a ce jeu qui est développé, très chatoyant, où ça fait même plaisir. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens où ça fait plaisir de se dire on va aller voir le match des Lions parce qu'on sait que la connexion entre Jared Goff, Amon-Ra St. Brown et Sam Laporta va se faire avec les apports de Josh Reynolds et Jameson Williams quand ils sont sur le terrain. En soi, tout ça est vraiment beau, et en plus, si on n'oublie pas également, mais on parlera du jeu de course après, ce que peuvent donner Jahmyr Gibbs et David Montgomery. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce qui est certain, c'est que tu viens de dire, c'est l'histoire de la défense des 49ers. Oui, elle est peut-être moins forte là-dessus, mais il y a un élément rédhibitoire et qui, je pense, fera très mal aux Lions, c'est que les 49ers n'ont besoin que de blitzer en tout cas, l'ont fait pour le moment que sur 20% du temps. Ça veut dire, entre guillemets, mettre plus de joueurs en plus des 4 rushers de départ, qui sont, on va le rappeler, des joueurs d'élite quand même, entre Nick Bosa, Chase Young et Armstead, je crois, de mémoire. Et Armstead, Javon Hargrave. Oui, Javon Hargrave. Et donc, oui, tu es encore mieux placé pour nous le dire, le spécialiste des 49ers. On a quelqu'un qui connaît un peu les 49ers dans l'équipe. Voilà, c'est ça. Et au final, cette ligne, elle est largement suffisante pour aller titiller quarterback. Ce qui se passe, donc, c'est que on a des joueurs comme Fred Warner, on a des joueurs comme Dre Greenlaw qui n'ont pas besoin, globalement, de se concentrer à venir en une supériorité pour venir mettre la pression sur le quarterback adverse, et donc peuvent se concentrer sur ce qui se passe autour. Et cet élément-là d'une défense élite, à un moment donné, elle fait la différence. Donc ce jeu chatoyant par rapport à l'enjeu, par rapport au fait que c'est un match de play-off, même si jusque-là, elle a réussi à démontrer qu'elle était présente, je pense que là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et je pense que les Fred Warner peuvent mettre sous le couvercle un joueur comme Sam Laporta, ou que Charvarius Ward peut embêter beaucoup plus Amon-Ra St. Brown qu'on ne le pense. Et pour compléter juste et te donner un peu la parole, c'est parce que c'est quand même ta franchise, on va te laisser parler un petit peu, mais on a aussi donc peut-être cette volonté d'attaquer à la place de la part de Dan Campbell, mais il y a quand même une stat qu'il ne faut pas oublier aussi, et si j'ai bien tout écouté, normalement oui, de l'intervention de Bertrand, elle n'a pas encore été donnée. Les 49ers sont aussi, en saison régulière, l'équipe qui a le plus intercepté les quarterbacks adverses, 22 interceptions
C'était à égalité avec les Bears de Chicago. C'est quand même pas rien, donc il y a quand même un danger sur le jeu de passe. Plus Il y a un danger troisième sur la le- défense à la passe sur les jeux de plus de 20 yards. Voilà. Ça, faut le dire aussi. Absolument. Alors, il y a quand même peut-être une marge là-dessus. La défense de passe des 49ers, elle est très efficace contre les passes longues, mais Détroit ne lance profondément que sur 7% de ses C'est jeux vrai de qu'il passe. joue beaucoup en passe courte, notamment avec Ouais. Sam Laporta ces derniers temps, etc. etc. Absolument. J'en profiterai d'ailleurs pour faire remarquer que c'est quelque chose que l'on reproche à Brock Purdy, hein, de jouer sur les checkdowns. On le reproche pas on le reproche pas à Jared Goff. Bref, Oui, mais pas dernier de la draft qui veut. dernier de la draft qui veut, certes, et n'est pas first pick Et qui voilà. veut, non. Bon, faut savoir qui est le first pick et qui est le dernier. Bon, d'accord, bon, c'est Jared Goff le Exactement. first pick, Ah oui, bon. très bien, mais bon, quand même. Un peu d'ordre et d'hiérarchie dans cette histoire, que diable. Donc tout ça pour dire que effectivement, on pourrait, si on prend la stat comme ça de façon brute, il y a peut-être une marge pour Détroit, mais comme Bertrand le rappelait, il y a ce front qui est redoutable, qui est cauchemardesque, qui était déjà pas marrant pour les équipes adverses avant la trade deadline et qu'il est devenu encore moins depuis l'arrivée de Chase Young, qui a boosté encore plus la puissance de ce front fort en très très bonne compagnie, comme nous l'avons rappelé. Donc effectivement, alors, une autre marche, c'est effectivement le jeu au sol. On a le 5e jeu au sol de la ligue qui va affronter la 3e défense au sol. J'allais y venir. Voilà. Ah, excuse-moi, ça fait la 2e fois que je te coupe très bien. transition. C'est C'est vrai, très c'est bien. complètement involontaire, hein, je tiens à le dire. J'ai pas tes notes, j'ai pas ton script. Mais Non, c'est-à-dire qu'au bout de 20 semaines de tailgate ensemble, mon cher Seb, tu sais sur quoi je vais rebondir, donc on commence à se connaître un petit peu. Et oui, exactement. Il a préparé son cahier de jeu, le bougre. Voilà. Donc, il y a cette opposition. Alors, est-ce qu'à l'usure, ça peut passer? C'est quand même un sacré pari parce que si ça ne passe pas, ça va être compliqué de se rabattre sur autre chose. Je rebondis donc sur la transition de Seb, mais mon cher Bertrand, effectivement, cette défense des Lions est 3e en nombre de yards concédés avec 87,7. Quand on sait l'importance de Christian McCaffrey sur le jeu des 49ers, et quand on sait l'importance qu'il a encore eu pour le Divisional Round, puisque Seb n'ira pas contre moi si je dis qu'il leur a enlevé même pas une épine, une poutre dans le pied. Est-ce que les Lions peuvent être capables, tout simplement, de contrôler Christian, ou au moins de limiter Christian McCaffrey? Je vais dire, choisis ton poison, et ça va être compliqué. C'est un peu ça, hein, pour les Lions, parce que s'ils se concentrent trop sur le jeu de course en essayant de se focaliser sur le bon McCaffrey, c'est pas justement avec leur stat à la défense à la passe, malheureusement, hein, je veux dire, pour cette équipe qui est 29e sur les yards à la passe, 22e sur les tentatives et 31e sur le nombre moyen de yards encaissés à la passe, que ils vont pouvoir se rattraper. Quand on connaît les cibles diverses et variées, avec un Deebo Samuel qui risque, on va même dire, allez, à 100%, il sera là, hein, parce que les médias américains s'amusent à nous la jouer. Il sera pas là, il sera plus là, va-t-il encore être là, fera-t-il une infiltration, ou est-ce qu'il se fera bien soigner par l'infirmière? Bon, ça, pour le coup, Il a on la y croit plus. maîtresse de Deshaun Watson. Voilà, c'est ça peut-être également. Là, pour le coup, on n'y croit plus trop, donc on sait très bien qu'il sera là et qu'il va jouer. Donc, inévitablement, toutes les forces vives seront là des 49ers. Et si, hop, ils repartent à se concentrer de l'autre côté, c'est la défense à la course qui va avoir plus de matchs, parce qu'ils vont devoir se découvrir. Donc, ça va être compliqué. C'est d'ailleurs l'élément dans deux équipes excellentes, au final, quand on arrive à ces niveaux de compétition, inévitablement, ça se joue sur ces détails. Et si ces petits détails d'arriver à stopper Christian McCaffrey sur, on va dire, le jeu de course, donc là, c'est là que rentre en ligne de compte la ligne offensive des 49ers, et le fait de pouvoir ouvrir les brèches comme ils le font avec un très très grand Trent Williams, et ça, c'est ce qu'on espère pour les 49ers, au final, c'est cet élément clé qui va être aussi le sacerdoce de ce match-là. On a effectivement une défense à la passe, Bertrand l'a dit, qui est en difficulté
pour les Lions, on le sait que le secondary est probablement le talon d'Achille de cette équipe des Lions. Les 49ers, c'est la 32e équipe en nombre de passes tentées. C'est l'équipe qui tente le moins de passes dans toute la NFL. En même temps, quand tu as Christian McCaffrey, as-tu besoin de tenter des passes, hein? On n'est pas certain. Par contre, c'est la 4e en nombre de yards gagnés. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'elle en tente peu, mais quand ça marche souvent, puisque en moyenne de yards par passe tentée, c'est 8,7 yards moyens par passe tentée. C'est quand même absolument incroyable. Bon, on peut penser que Deebo Samuel sera raisonnablement là pour le match. Aujourd'hui, Kyle Shanahan a dit qu'il se sentait mieux. Bon, moyen de dire que normalement ça va dans le bon sens. Toi, Seb, tu imagines comment le plan de jeu des 49ers pour battre ces Lions? On utilise Christian McCaffrey ou on attaque férocement le backfield défensif des Lions? Ce qui est intéressant, c'est que pour ces deux équipes, au niveau du sol, attaque et défense, il y a un équilibre qui est parfait entre les deux. Par contre, au niveau de la passe, effectivement, nos amis de Détroit risquent de souffrir et pas qu'un peu. Et si Détroit veut jouer sur sa force, c'est-à-dire la défense au sol, et pour défendre au sol, qu'est-ce qu'on fait? On stuff la box, on met du monde sur la ligne ou près de la ligne, ça découvre downfield, ça découvre des espaces, et on le reproche suffisamment à Brock Purdy, les Niners, ça joue beaucoup sur des passes courtes, sur des checkdowns, et c'est une configuration dans laquelle un joueur comme George Kittle pourrait se régaler. Donc, j'imagine assez San Francisco tout de même faire donner son jeu de course parce que ça reste l'ADN du club en attaque. Et si la situation est un petit peu trop compliquée, faire donner le jeu de passe qui, de toute façon, à son tour, risque d'ouvrir des espaces au sol s'il carbure comme il doit carburer face à cette défense. Et je rajouterais, si je me permets, Je t'en prie. c'est qu'en plus, la défense des Lions, les pauvres, sont 30e sur ce qu'on appelle les passes drop back. Donc, entre guillemets, c'est le moment où le centre donne le ballon, là pour le coup, donc à Brock Purdy. Brock Purdy recule de 2-3 pas en arrière pour après trouver, par rapport au jeu qui a été appelé, au final, à un moment donné, le receveur ou le tight end ou la passe en décroché pour un Christian McCaffrey, d'ailleurs, qui est aussi entre un hybride entre un receveur et un coureur bientôt. Donc, à un moment donné, ça devient compliqué. Et donc, ils sont 30e dans cette stat-là. Et moi, autant dire que c'est la plupart des jeux qui sont utilisés par Kyle Shanahan dans sa versatilité de jeu offensif qu'il aime bien avec des jet sweep ou également des jeux écartés au maximum pour des Deebo Samuel ou autres. Quand on est 30e de la ligue, ça commence à être une stat qui est rédhibitoire pour pouvoir au moins être sûr d'être compétitif face à l'équipe qu'on a en face. Mon cher Seb, je vais te poser une question qui va te mettre dans l'embarras. Mais tu me connais, je n'aime pas mettre les gens qui travaillent avec moi dans l'embarras, et pourtant je vais le faire quand même à contre-cœur. Pronostic pour ce match entre les 49ers et les Lions? Alors, il y a le cœur ou la raison, et surtout la superstition qui vise à ne pas parier pour son équipe. Alors, mais moi, je l'ai toujours fait au cours de cette saison, parier sur les Niners. Donc, dommage que ce soit arrivé en finale de conférence, que ça marche plus quand même. Ça serait dommage que ça marche plus à ce moment-là. Il y a à 4 reprises, ça n'a pas marché pour moi cette saison. 5 reprises plutôt. Donc non, je me vois quand même pas parier contre mon équipe à ce moment-là. Donc je donne une victoire 49ers. 30-24. Et puis, Dieu sait si nous, ça nous ferait plaisir, non pas que les Lions se soient éliminés, parce qu'encore une fois, on n'a rien contre eux, mais d'avoir quelqu'un qui va faire le live Super Bowl. On fera comme tous les ans, on commentera le Super Bowl en direct sur Twitch, avec le stress de son équipe qui joue. Et ça nous est jamais arrivé, parce que quand on est entre fans des Giants, des Saints et des Bengals, les Bengals, ils n'étaient pas là encore, Arthur. Mais bon, quand tu as les Broncos, les Saints ou les Giants, si tu n'avais pas un Super Bowl des années 90 ou début 2000, bon, t'es mal, quoi. Écoutez, je vous encourage tous à souhaiter une victoire des 49ers ce dimanche pour que vous puissiez vivre cette expérience. Voilà. Parce que je vous assure, effectivement, vous m'avez encore jamais vu devant un match des Niners et je vais vous raconter une petite expérience.
fort longtemps, il y avait eu, je crois, une finale de conférence. Alors, je crois que c'était contre les Giants, d'ailleurs, une finale de conf Giants 49ers avec, à l'époque, Alex Smith, qui était le quarterback des Niners. Il y a la main qui change de très nombreuses fois lors du match, et je l'ai vu avec un excellent ami à moi qui s'appelle Arnaud, qui a été mon quarterback pendant des années, et je vous promets, on en a regardé ensemble des matchs de foot US. Il m'avait jamais vu dans cet état. Voilà. Et depuis, ils ne sont plus amis d'ailleurs. C'est ça qui est terrible. Non, c'est un de mes meilleurs amis. Depuis, il a récupéré Yaya à la place et Dieu sait s'il n'a pas gagné au change. Voilà. Donc, cet homme est mon ami, alors qu'il est fan des Patriots. Vous voyez comme on peut transcender les différences. Lui, tous les fans des Patriots qui vivent des moments un peu compliqués ces derniers temps. Mon cher Bertrand, toi, le score et le vainqueur du match? Je dirais que ce match-là, par rapport au premier qu'on a développé, me semble un peu plus... Les matchs sont toujours difficiles, mais je veux dire, me semble un peu plus abordable par rapport aux favoris de ce match-là. Donc, évidemment, je dirais même pas le mot évidemment. Je vais donner les 49ers gagnants parce que je pense que les Lions seront encore un peu trop tendres sur cette étape-là, sur cette marche-là, par rapport au fait de retourner donc en conférence championship après 30 ans. Moi, j'ai envie justement de revoir ces Niners au Super Bowl après toute cette période des années 90 où justement la dernière fois qu'ils ont gagné, c'était sur une passe de Steve Young pour Jerry Rice et sur 3 touchdowns au Super Bowl 29 face aux Chargers. Donc, j'ai envie de revoir cette équipe passer cette plus haute marche. Même si j'adore les Lions et tout le jeu qu'ils ont développé cette année. Maintenant, je vais parler à l'expérience et au fait que là, il y a quand même des petits points faibles qui sont beaucoup plus marquants du côté des Lions, qui risquent d'être impactants par rapport à leurs résultats. Un 27-20 pour San Francisco. Alors, rassurez-vous, les amis fans des Lions qui écoutaient ce podcast, je vous rappelle que les personnes qui viennent de donner pour tous les deux les 49ers au Super Bowl font partie de la rédaction qui a aussi vu les Buccaneers pour le first pick cette saison 2023. Voilà. Donc, autant vous dire que tout espoir n'est pas perdu dans le Michigan. J'aurais même envie de dire qu'Eminem a déjà presque réservé sa place à Las Vegas. Donc, voilà, pour l'instant pronostic qui sera, comme d'habitude, un grand moment de n'importe quoi. C'est évident. Je rappelle le programme de ces finales de conférence. Ce sera donc dimanche. Les deux matchs se jouent dimanche. Le premier, ce sera à 21h entre les Ravens et les Chiefs. Et ce sera pour nous commenté en direct sur la chaîne Twitch de TFA. Pour ceux qui veulent les images, ce sera également chez nos amis de beIN Sport 1. Puisque toute la soirée, en fait, vous aurez les deux matchs l'un après l'autre sur beIN Sport. Sur la même chaîne dans une grande soirée, là aussi pour les finales de conférence. Mais bon, venez avec nous quand même. Vous pouvez mettre les images de nos amis de beIN Sport et puis passer la soirée sur Twitch avec nous en même temps. Ce sera un bon moyen de passer la soirée. Et ensuite, à minuit 30, ce sera le match entre les Lions de Détroit qui se déplaceront chez les 49ers de San Francisco. Ce sera là aussi sur beIN Sport 1 et en clair pour ceux qui n'ont pas beIN Sport sur W9. Voilà pour le résumé de ces finales de conférence. On a essayé d'être le plus complet dans ces previews. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Facebook, sur Twitter, à noter sur les plateformes d'écoute. Et on se retrouve donc mardi pour faire le débriefing de ces deux finales de conférence. Et on connaîtra enfin, les amis, l'affiche du Super Bowl qui se déroulera à Las Vegas dans la nuit du 11 au 12 février. Merci beaucoup Seb, merci Bertrand. On se dit à tous à très vite et restez bien évidemment sur les antennes de TFA, lisez les articles, bref, pas d'infidélité entre nous. Bon week-end à tous et on se retrouve très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Ciao, bye. Salut, bonne soirée.